Bienvenue à notre discussion. Aujourd'hui, on se penche sur une question qui touche tout le monde au portefeuille, le coût des courses. On a sous les yeux des données qui comparent les prix entre la France et les États-Unis, et le chiffre qui ressort est assez marquant. Un panier de produits de base serait en moyenne 21% moins cher en France. Oui, 21%, c'est un chiffre qui fait un peu rêver, en effet. Exactement. Et c'est là justement que notre discussion commence. Est-ce que ce chiffre de 21% reflète un avantage économique qui est, disons, réel et structurel pour le consommateur français sur ses achats essentiels? C'est la thèse que je vais défendre. Et pour ma part, je pense que ce chiffre, aussi séduisant soit-il, est une sorte de mirage. Il simplifie à l'extrême une réalité bien plus nuancée et en fait, il cache des différences fondamentales qui rendent la comparaison assez hasardeuse. Alors, entrons dans le vif du sujet. Quand on regarde les données, certains exemples sont difficiles à ignorer. On ne parle pas de produits de luxe, hein, mais de la base de ce que les gens achètent chaque semaine. Le pain blanc, un classique. En France, on le trouve autour de 1,96 $ les 500 grammes. Aux États-Unis, il grimpe à 3,57 $. C'est c'est presque le double. L'exemple du pain est toujours efficace, c'est vrai. Et ce n'est pas un cas isolé. Prenez le riz. 1 kilo de riz blanc standard coûte de 2,52 $ en France. Le même kilo atteint 4,43 $ aux États-Unis. C'est 80% plus cher. Ou encore plus simple, une bouteille d'eau d'1,5 litre. 57 centimes chez nous contre quasiment 1,50 $ là-bas. C'est presque le triple. Quand on additionne ces différences sur des produits aussi fondamentaux, on pourrait aussi parler des pommes, 3,22 $ le kilo contre 5,12 $. On comprend d'où vient cette moyenne de 21%. Ce n'est pas juste une impression, c'est un impact direct et mesurable sur le budget des ménages. Oui, les chiffres sur le pain ou le riz sont frappants, je vous l'accorde. C'est le genre de choses qui marquent les esprits. Mais quand on regarde d'un peu plus près, le tableau se fissure un peu. Mon problème, en fait, n'est pas avec vos chiffres, mais avec le cadre de la comparaison. On nous présente un panier de base, mais de quoi parle-t-on exactement? De pain blanc industriel, de riz blanc, de lait pasteurisé? C'est une vision de la consommation qui me semble, disons, un peu datée. Daté. C'est pourtant le socle des dépenses alimentaires pour une majorité de foyers. C'est bien le prix de ces articles qui pèse le plus lourd à la fin du mois, non? Pour certains, oui. Mais pour de plus en plus de gens, le panier de base a changé. Qu'en est-il du bio, des produits sans gluten, des alternatives végétales? Ces segments ne sont plus des niches. Ils représentent une part énorme du marché. Et sur ces produits-là, est-ce que l'écart de prix est le même? Le document n'en dit rien. D'ailleurs, même au sein de cette sélection assez limitée, il y a des exceptions qui contredisent la règle. Le document cite le prix d'une douzaine d'œufs, 4,50 $ en France, 4,70 aux États-Unis. La différence est négligeable. Ça fragilise quand même l'idée d'un avantage systématique et universel. Je vois où vous voulez en venir, mais je pense qu'en se focalisant sur ces exceptions ou ces nouveaux modes de consommation, on rate l'essentiel. La force de l'argument d'un coût de la vie moins cher repose justement sur le prix de ces produits de masse. C'est là que le modèle de la grande distribution française montre sa puissance. Le document cite des enseignes comme Leclerc, et ce n'est pas anodin. Le système français, avec le poids immense des marques de distributeurs, exerce une pression constante sur les prix des produits de base. Pardon, juste pour être clair, quand vous parlez de marque de distributeur, on parle bien des produits vendus sous la marque du supermarché lui-même, comme les produits Carrefour ou marque Repère. Exactement. Et leur part de marché en France est colossale, bien plus importante qu'aux États-Unis. Ce phénomène force toutes les marques nationales à s'aligner, ce qui bénéficie in fine à tous les consommateurs, quel que soit le produit qu'ils choisissent dans le rayon. C'est un effet structurel. D'accord, mais cet effet structurel, il n'est pas uniforme sur tout le territoire. Et c'est mon deuxième grand problème avec ce chiffre de 21%. Il efface complètement les disparités. La source elle-même le reconnaît et je cite, les prix peuvent varier fortement selon le lieu ou l'enseigne. Comparer un hypermarché de Chartres à une supérette de Manhattan, ça n'a aucun sens. Pourtant, cette moyenne de 21% agrège tout ça sans qu'on sache comment. Une Parisienne qui fait ses courses à pied dans un Monoprix ne vit pas dans le même monde économique qu'une famille qui remplit son caddie dans un hypermarché de périphérie. Le chiffre de 21% est une moyenne, et une moyenne peut être profondément trompeuse. Mais toutes les études économiques reposent sur des moyennes. C'est le seul moyen d'identifier des tendances de fond. Bien sûr qu'il y a des variations locales, mais le document suggère que ces tendances sont expliquées par des facteurs qui dépassent ces variations locales. Les circuits de distribution, les marges, le modèle économique dont on vient de parler,
Ce n'est pas juste le fruit du hasard, c'est le résultat d'un système qui, sur ces produits, est organisé différemment. Organiser différemment, c'est une jolie formule, mais c'est un peu une boîte noire. On évoque les marges des distributeurs, mais est-ce que le document nous donne des chiffres concrets et comparatifs là-dessus, ou est-ce une supposition pour justifier a posteriori les données de prix? D'ailleurs, ce modèle français que vous décrivez, il a aussi ses revers. Il repose sur une hyper-concentration des acheteurs, n'est-ce pas? 5 ou 6 centrales d'achat en France dictent leurs conditions à des milliers de fournisseurs. C'est très efficace pour tirer les prix vers le bas, j'en conviens, mais ça pose d'autres questions sur la pression mise sur les producteurs et sur la diversité réelle de l'offre. On ne peut pas juste dire c'est moins cher, sans regarder comment on arrive à ce prix. C'est un débat intéressant mais qui nous éloigne un peu de l'impact pour le consommateur. Pour lui, le résultat est là. Que le système ait des défauts ne change rien au fait que son ticket de caisse est plus léger. Et cet impact, je pense que vous le sous-estimez. Même si on admet que la comparaison ne vaut que pour l'alimentaire et quelques produits d'hygiène, réduire de 21% un poste de dépense aussi fondamental et incompressible, c'est énorme. Là, j'ai du mal à vous suivre. Vous dites, même si ça ne vaut que pour l'alimentaire, mais c'est précisément le cœur du problème. Attendez, laissez-moi finir. C'est mathématique. L'argent qui n'est pas dépensé en riz ou en lessive, c'est de l'argent disponible pour autre chose. Les loisirs, l'épargne, d'autres projets. L'effet cumulé de ces petites économies sur des dizaines de produits chaque semaine représente une somme colossale à la fin de l'année. C'est un gain de pouvoir d'achat direct. Et c'est exactement là que le raisonnement dérape. C'est une extrapolation dangereuse. Vous transformez une observation sur un panier de courses en une conclusion générale sur le coût de la vie. Or, le document lui-même nous met en garde contre ce raccourci. Il est écrit noir sur blanc, je cite, pour certains articles, surtout vêtements, certains biens importés ou d'équipement, le coût peut être plus élevé. Plus élevé? Ce n'est pas une nuance, c'est une contradiction directe avec l'idée d'un avantage global. Je ne parle pas d'un avantage global sur absolument tout, mais sur le cœur du réacteur des dépenses quotidiennes. Mais ce n'est pas comme ça que le coût de la vie fonctionne. On ne peut pas isoler un poste de dépense et en tirer une conclusion générale. Le budget d'un ménage est un tout. Si vous économisez 100 € par mois sur la nourriture, mais que votre loyer, votre voiture, votre téléphone ou les jeans de vos enfants vous coûtent 300 € de plus, où est l'avantage? Parler d'un coût de la vie moins cher en se basant sur le prix des tomates, c'est non seulement non supporté par le texte, mais c'est intellectuellement malhonnête. La discussion doit rester cantonnée à ce que les données montrent. Une différence de prix sur une sélection précise de produits. Rien de plus. Je maintiens que cette sélection, de par sa nature des produits essentiels et de consommation fréquente, a un poids disproportionné dans la perception et la réalité du coût de la vie. L'impact psychologique et financier de voir des prix bas sur ce qu'on achète le plus souvent est bien plus fort que le prix d'un bien d'équipement acheté tous les 5 ans. Peut-être, mais la réalité d'un budget ne se mesure pas en perception psychologique. Elle se mesure en euros à la fin du mois. Et si on ignore des postes de dépenses majeures où la tendance est potentiellement inverse, alors on ne décrit pas la réalité. On choisit les données qui arrangent notre conclusion. La consommatrice qui vous écoute et qui peine à payer son loyer ou à faire le plein d'essence se moque bien de savoir qu'elle a économisé 30 centimes sur sa bouteille d'eau. Bon, au final, ce que je retiens, c'est que malgré les limites évidentes de l'exercice, une tendance de fond se dégage. Sur le terrain des dépenses alimentaires du quotidien, celle qui rythme la vie des familles, le modèle français semble offrir un avantage tangible. La convergence des chiffres sur tant de produits de base n'est pas une coïncidence. C'est le signe d'un système qui, sur ce segment précis, est structuré pour maintenir des prix bas. Et ce que je retiens, pour ma part, c'est que ce chiffre de 21% est un excellent appât pour attirer l'attention, mais qu'il ne résiste pas à un examen approfondi. Il repose sur un panier qui ne reflète plus la diversité de la consommation, sur une méthodologie opaque qui lisse les énormes disparités régionales, et il incite à une généralisation sur le coût de la vie que les données elles-mêmes interdisent. Nous sommes donc d'accord sur le fait que la complexité est de mise. Plus que ça. Finalement, ce chiffre de 21% nous en dit peut-être moins sur l'économie que sur nous-mêmes. Il révèle notre désir d'une réponse simple à une question incroyablement complexe. La vraie leçon ici, c'est peut-être qu'un panier moyen n'existe pas, tout simplement parce qu'il n'y a pas de consommateur moyen. Chaque budget, chaque mode de vie est différent, et vouloir les résumer en un seul pourcentage, c'est forcément passer à côté de la réalité vécue par les gens. C'est une perspective intéressante. L'idée que la quête d'un chiffre unique est peut-être le vrai piège. Cela montre bien que pour comprendre le coût réel de la vie, il faut regarder au-delà des étiquettes de prix en supermarché.
Exactement. Il faut analyser ce que les gens achètent vraiment, où ils l'achètent, et surtout comment ces dépenses s'articulent avec toutes les autres charges qui composent un budget.